Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Lisa, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe Ouraille se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Bonjour Luc, comment ça va ? Bonjour Lisa, très bien. Alors d'abord, je voulais commencer cet épisode en remerciant chaleureusement le studio du Passage qui nous accueille dans cet endroit génial. Ils sont au top, donc n'hésitez pas si vous avez un projet à réaliser comme un podcast par exemple. Et également, je rappelle que si vous voulez voir les images de l'épisode, le podcast existe également en version vidéo sur notre chaîne YouTube Ouraille. Alors Luc, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis ici parce que j'ai fait un petit voyage en train, enfin un plutôt grand voyage en train. Donc je suis ingénieur et l'année dernière, j'ai profité d'un moment de césure pour faire 3 mois d'interrail à travers l'Europe. Donc c'était 3 mois de voyage continu et donc au total, j'ai fait 27 pays et un peu plus de 31 000 km en 200 trains. Wow. Donc j'ai pas mal voyagé. C'est énorme. Est-ce qu'on peut dire que tu es un accro au train ? Oui. Ouais, franchement, très clairement, oui. Sûr. Ça t'est venu d'où cette passion du train ? Alors là, j'en saurais rien. Je sais que petit, j'avais des petits trains en bois, les Brio. Je sais pas s'il y en a qui ont eu ces jouets-là. Et donc j'aimais bien les trains. J'ai eu un petit train électrique aussi, donc voilà. Et puis en fait, après, en grandissant, j'ai adoré voyager, mais plus en mode baroud, c'est-à-dire on prend le sac, on réserve pas trop en avance. Est-ce que avant de nous raconter ce prodige, on va dire ça, tu peux nous partager quelques conseils quand on organise un voyage interrail, enfin avec un pass interrail, comment on fait déjà pour le rentabiliser le plus possible ? Dans mon cas, vu que c'était 3 mois de voyage continu, en fait, le pass, il est rentable. Il est évidemment rentable, c'est-à-dire divisé par 3 mois de voyage, c'est assez facile. Après, il y a plusieurs trucs. Si je devais résumer déjà, une première astuce, c'est l'acheter au moment où il y a des promos. Ouais. C'est bête à dire, mais en fait, Interrail, on fait souvent, c'est en général dans l'ordre des 10-20%, mais bon, 10-20% sur le prix d'un pass, ça vaut le coup. Et maintenant, avec les passes numériques, en fait, on l'achète et on le dépense. On a 11 mois pour le dépenser. Donc, en fait, autant l'acheter sans savoir même exactement quand on part. Et puis, on se dit, j'ai un petit voyage de côté possible. Et alors après, pour rentabiliser un pass, il y a plein de façons de le faire. Tout dépend des voyages, en fait. J'oserais dire souvent, si on sait exactement ce qu'on fait et qu'on a planifié tout plus de 6 mois à l'avance, bon, peut-être qu'on peut trouver des billets un peu moins chers en fouinant. Après, à partir du moment où on est près du départ et surtout dès qu'on veut avoir de la flexibilité, là, c'est assez imbattable. Tout dépendra des situations, mais bon, il y a plein de conseils. Un autre important, j'oserais dire, c'est beaucoup autour des réservations. En fait, beaucoup de gens découvrent l'Interrail, donc on se dit « Ah, c'est génial !» Puis ils découvrent les réservations et ils se disent « C'est vachement moins génial !» En fait, il y a une petite subtilité, c'est que tous les trains ne demandent pas des réservations. Et il faut chercher. En fait, c'est comme un peu tout dans la vie. Plus on fouine, plus on trouve des astuces. Et donc, les premières astuces, l'application le propose assez bien, il y a une option sans réservation. Alors évidemment, vous allez prendre les TER, ça va prendre plus de temps, mais vous allez voir plus de paysages aussi. Il faut voir le bon côté des choses. Mais c'est possible d'économiser déjà en essayant d'éviter autant que possible les trains à réservation obligatoire ou par exemple garder un seul TGV ou équivalent dans les autres pays pour faire une très grande distance. Et puis ensuite, faire tout le reste, pas s'embêter à prendre un train qui coûte 13 € de réservation pour juste 10 minutes. Et des fois, ça fait faire des détours, mais en même temps, toi, tu avais le temps. Et quand on a le temps, ça fait faire des économies. Exactement. Après, c'est aussi l'intérêt principal de l'Interrail, c'est qu'on peut arriver à la gare et choisir le train qu'on prend. L'intérêt, même dans les détours, dans ce qu'on n'attendait pas, dans cette correspondance dans une ville où on ne connaît même pas le nom, et puis découvrir que c'est vachement sympa. On peut monter même sans réserver. Si c'est un train qui le permet, c'est possible de monter juste comme ça. Et typiquement, alors, soit on a un pass papier, comme j'avais là pour ces 3 mois, soit un pass numérique, comme maintenant presque tout le monde a. Il faut juste inscrire le train dans le pass et à partir de ce moment, on a un billet valable. Donc c'est vraiment l'intérêt. C'est vraiment, on peut changer de plan à la minute. On peut se dire je partirai demain ou après-demain ou je sais pas. Ou même effectivement arriver à la gare et regarder le tableau des départs et se dire tiens, unique, j'y suis jamais allé, ça a l'air vachement sympa et sauter dans le train. Est-ce qu'on peut dire que c'est ton plus gros voyage ? Mon plus gros voyage en continu, oui. Mon plus loin, non, parce que dans ma vie professionnelle, je suis allé au large de l'Antarctique pour 1 an de mission. Et c'est justement au retour de cette mission que j'ai fait cet Interrail. Tu faisais quoi là-bas ? D'informatique. D'accord. J'ai travaillé pour l'Institut polaire français. En fait, on fait de la recherche là-bas. Et y a besoin d'informaticiens, comme on en a besoin un peu partout, parce qu'on a aussi d'ordinateurs. Et quand le premier continent est à 3000 km, vaut mieux avoir un informaticien sur place. Ça devait être passionnant. Oui, c'était très intéressant. C'était tout ce qui était l'aspect science.
C'est-à-dire on est entouré de gens qui sont passionnés, de gens qui sont experts dans leur domaine, donc des ornithologues, des biologistes. Et c'est génial en fait de travailler pour des scientifiques comme ça parce que tout le monde est passionné de son domaine, le connaît par cœur et ça, c'est vraiment une émulsion. Donc tu as une grosse sensibilité déjà environnementale. Tu as été en contact aussi avec des spécialistes du GIEC. Oui, bah alors notamment, j'étais sur l'île où j'étais. En fait, c'est le point de mesure de l'hémisphère sud, le point de référence de l'hémisphère sud pour le GIEC. Donc en fait, c'est une station atmosphérique. On est à 3000 km de tout continent et donc en fait c'est l'endroit où on mesure exactement, parce qu'il faut être précis avec les scientifiques, exactement c'est le point terrestre du globe où on mesure la pollution la plus basse. On a cette ligne de base et donc c'est vraiment un peu, je caricature parce que pareil, mes collègues me diraient que c'est beaucoup plus compliqué, mais qu'en fait si on mélange tout, une fois que la pollution est bien diluée dans l'atmosphère, c'est ce qui reste. Là-bas en fait on a des instruments qui mesuraient en temps réel les particules par million de CO2 notamment de l'atmosphère. Et c'était assez marquant de les voir monter et monter. Tu m'étonnes. Surtout, juste pour information comme ça, lorsqu'il y a eu le Covid, qui a donc un impact énorme sur tout le fonctionnement de l'économie mondiale, sur l'île en tout cas, ce qui a été mesuré, c'est que le taux de CO2 n'est pas descendu, mais c'est seulement le taux de croissance qui n'a pas accéléré. C'est-à-dire ça a toujours été plus vite, ça a été encore plus vite, mais pas encore plus vite que dans le rythme habituel. Donc la croissance a ralenti. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a encore du chemin à faire. Ça a duré combien de temps cette mission ? Au total, à peu près 14 mois sur l'île. 14 mois entre le départ du bateau et le retour à la civilisation, j'oserais dire. Et donc c'est après cette expérience que tu as un petit peu craqué, que tu t'es dit, là, je me fais plaisir. Exactement. En fait, c'est vraiment une mission. Donc, on travaille tous les jours durant ces 14 mois. Donc, c'est génial. Hein. On est que 30 scientifiques. On est isolé du reste de la société. On est à fond dans notre travail, etc. C'est vraiment passionnant. Mais c'est vrai qu'après ces 14 mois intenses, c'était l'occasion de se dire allez, c'est un rêve que j'ai toujours eu de faire un gros voyage, en particulier en interrail. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, dans les grandes lignes, par quel pays t'es passé? Je crois que tu as fait beaucoup d'allers-retours aussi. Pour le voyage en interrail ? Ouais. Oui. Alors en fait, justement, c'était pas du tout un voyage structuré. Ça a été vraiment, je suis parti et puis je me suis dit, on va voir ce qu'on fait. La seule chose qui a été structurée, c'est de se dire, si on regarde la géographie, l'interrail, on peut passer dans son propre pays que 2 fois, au moment où on part et au moment où on revient, pour simplifier. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que j'ai commencé par la péninsule ibérique. Comme ça, j'ai pris un bateau pour éviter la France et revenir d'Espagne directement en Italie. Et après, ça, c'était la fin de l'organisation. J'ai commencé par l'Italie. Ensuite, après la péninsule ibérique, Italie, Suisse. Et là, je suis parti, que je me remémore. Là, je suis parti jusqu'à Istanbul. Ouais. Je suis revenu en Italie, donc tout le chemin inverse, pour y voir des amis. Et après, je me suis dit que j'avais envie de faire le tour de la Baltique, donc je fais le tour de la Baltique. Je suis revenu en Allemagne, et là, je suis remonté en Norvège pour voir de la famille avec ma compagne. Et après, je suis redescendu, je suis traversé la Manche pour aller en Angleterre, revenu dans l'autre sens, j'ai un peu traîné dans le Benelux, et après la Croatie, et ensuite, là, je suis revenu en France. Waouh. Ah oui, donc ça en fait des petits allers-retours. Tu l'as préparé, du coup, pas forcément beaucoup à l'avance. Ah non, pas du tout. C'était un peu au jour le jour pour le coup. C'était vraiment au jour le jour. Enfin, souvent, j'avais un peu l'idée de ce que je faisais le lendemain, à peu près, parce que comme ça, je savais où je dormais. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, ça dépendait des cas et des situations. Typiquement, à un moment, il y a eu une grève de train qui a été annoncée en Allemagne. J'avais déjà un bateau qui partait vers l'Allemagne, donc j'allais forcément arriver en Allemagne, il n'y avait plus le choix. Et donc ce jour-là, j'ai rien réservé, rien prévu, je ne savais même pas jusqu'où j'irais. Donc je me dis, ça se trouve, je vais être bloqué au port et j'irai pas plus loin. En fait, la grève a été annulée la veille tard, donc finalement, j'ai pu aller vachement plus loin. Mais voilà, c'était vraiment construit à l'envie et à l'occasion, et pas du tout dans une suite logique. Est-ce que tu peux nous raconter du coup maintenant ton voyage un petit peu plus dans le détail, en nous racontant aussi peut-être des petites anecdotes qui te sont arrivées durant les différentes étapes? Déjà, je suis parti au moment où il y a eu des grèves en France. Donc ça a été un peu compliqué. J'ai mis 2 jours à pouvoir quitter la France puisque je voulais partir par l'Espagne. Et donc, en expliquant ma situation au personnel de bord, ça s'est bien passé. Parce qu'effectivement, on a 1 jour d'interrail. Donc, je l'avais activé pour partir, mais j'ai pas pu aller plus loin que Narbonne. Donc, donc voilà. Ça, c'était le départ de ton voyage? C'était le départ de mon voyage. Donc de Brest, je suis parti de Brest et je suis allé jusqu'à Narbonne à peu près. Après bloqué, donc le lendemain jusqu'à Barcelone. Okay. Par le seul train de la journée qui faisait la liaison, donc j'étais content. Ensuite, j'ai fait et ça, Grenade. C'était des trains de nuit, pardon? Non, là c'était des trains de jour. J'aurais voulu prendre le train de nuit, mais c'était tous annulé en fait. Et dans la suite des astuces, typiquement pour passer à la frontière, je voulais prendre le train de nuit parce que lorsqu'on est en France,
Petite astuce qui peut faire économiser un peu, il existe le parcours d'approche. Alors le D'accord. parcours d'approche, quel est le principe? C'est de dire quand vous êtes dans votre pays et que c'est pour aller jusqu'à la frontière, les réservations sont gratuites. Et donc au lieu de payer 20 € par TGV, vous payez 0. Donc c'est déjà une petite économie. Donc là, je voulais faire ça avec le train de nuit qui allait jusqu'à la frontière et ensuite utiliser le Rodalies, donc c'est le RER de Barcelone qui va jusqu'à la D'accord. frontière côté français. Ça n'a pas pu se faire, donc j'étais obligé de prendre le train, le TGV qui je l'ai récupéré à Narbonne mais qui fait Paris-Barcelone, Ok. qui lui coûte plus cher, il coûte 35 €. Bon, j'ai réussi à traverser la frontière, c'était Ouais. l'important. Et ensuite, donc traverser de l'Espagne, un pays qui est pas simple en interrail. Pourquoi? Parce que alors, je crois que c'est maintenant plus tout à fait vrai, mais c'est presque impossible en fait de réserver en ligne. On est obligé de Ok. réserver à la gare. Donc, on peut pas trop savoir ce qu'on fait en avance. Ne me dérangez pas, mais mais je sais que pour planifier un voyage, c'est plus compliqué. Et surtout aussi en Espagne, tous les trains demandent des réservations, sauf les Cercanías ou les Rodalies, donc c'est les RER. Mais donc, ça fait que à chaque fois, il faut venir à la gare, espérer qu'il y a de la place. S'il n'y a pas de place, il faut trouver un plan B. Et voilà, donc là j'ai traversé toute la péninsule ibérique, tout ce qui était Grenade, que je voulais voir depuis très longtemps. Magnifique. T'es allé voir l'Alhambra? Évidemment. Alors il n'y a plus de place pour visiter le palais Narcite, si je ne me trompe pas, la partie qui soi-disant la plus belle, mais tout le reste était déjà très beau, alors c'était très sympathique. Et après, donc, je suis remonté à Madrid et là, traversé pour le Portugal. Et la liaison avec le Portugal est un peu compliquée. Il y avait à une époque, juste avant le Covid, des trains de nuit directs depuis Madrid ou la frontière française pour le Portugal. Ok. Ils ont été unilatéralement annulés par la Renfe, donc les chemins de fer, espagnols. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'en parlais avec des Portugais, on sait que les Portugais et les Espagnols, ils s'entendent pas toujours, en tout cas particulièrement les Portugais avec les Espagnols. Il y râlait notamment beaucoup que ce soit les Espagnols qui annulaient les trains. Ça n'intéressait plus les Espagnols alors que les Portugais étaient très intéressés. Et donc là, pour se rendre au Portugal, il faut prendre un train jusqu'à une gare presque frontière espagnole, traverser la frontière avec un mini-train. Mais quand je dis un mini-train, c'est vraiment une voiture, enfin c'est un petit autorail. C'est un petit train de voyageurs, mais vraiment, faut imaginer un bus, quoi. Il était pas plus gros que ça. C'est fou. Et ça. c'est le petit train donc, qui traverse la frontière. Il y en a quand même 3 par jour. De l'autre côté, là, on peut récupérer un train pour Lisbonne. Donc voilà. Mais ça prend la journée alors que les deux capitales sont à, je crois, à vol d'oiseau, c'est 400 km. C'est un peu triste de voir 2 capitales européennes qui sont côte à côte Bah oui. et qui sont si mal reliées. Clairement, ouais. Mais bon, c'est des décisions politiques. Et, alors, ils sont en train de construire une ligne à grande vitesse. Donc, peut-être qu'à partir de 2025-2027, je sais pas, on pourra y aller beaucoup plus rapidement. Donc, Portugal, toute la remontée du Portugal. Pays où, pareil, les trains à grande vitesse sont à réservation obligatoire, mais il y a souvent des trains plus lents qui existent sans réservation. Donc, pas hésiter à vérifier sur l'application Interrail. Parce qu'il y a quel type de train, du coup, au Portugal? Il y a des alors, il y a types les de TGV un petit peu? Oui, voilà, ils ont une espèce de TGV qui s'appelle les Alpha Pendular. Ok. Pendular parce qu'ils s'inclinent dans les virages. Ah, stylé. Fabrication française, attention. Ça fait pas peur un peu? Non, en fait, on le remarque pas. Heureusement qu'on le Ok. remarque pas. On me racontait que dans les premiers trains qu'ils ont fait comme ça, en fait, on le remarquait tellement pas que les gens tombaient malades. Parce qu'en fait, comme sur un bateau, ça donnait le mal de mer. En fait, on regardait pas si on regardait pas le paysage, on se rendait pas compte que le train penchait. Puis dès qu'on regardait, on voyait le paysage pas du tout, on s'y attendait. Maintenant, ils font des petits à-coups dans le train pour on le sent très légèrement. Pour faire comprendre au cerveau Voilà. que c'est normal. Voilà. Mais il y en a Ok. plein en Europe, on n'en a pas en France, mais il y en a en Suisse, en Allemagne. Et après, il y a des trains un peu moins chers, les Intercity, qui sont des espèces de trains comme on avait avant, les corails, là, des trains avec des voitures classiques, quoi. Ok. Et qui sont à 5 €. Et après, ensuite, il y a les régionales, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est Ok. un R dans C'est un les petit peu tables les horaires. TER Voilà. de chez nous. C'est les quoi. TER de chez eux et il y en a pas mal. Et c'est une petite anecdote rigolote, il y a des places pour surf dedans, notamment dans ceux qui partent de Porto et qui vont sur la côte. Donc après, retour du Portugal, pareil pour passer la frontière au nord, à nouveau un peu embêtant. C'est un train où il y en a que 2 par jour, faut le réserver. Faut aller à un guichet spécial, tous les guichets le font pas, mais bon, après les Portugais étaient très sympas et bon, on a tout expliqué. Premier guichet, non, c'est pas là qu'il faut aller, il faut aller au deuxième guichet, le guichet international, Ok. et réussir à traverser de l'autre côté. Pareil, là aussi, j'ai dû traverser un peu rapidement, j'aurais voulu rester un peu plus au Portugal, puis ils annonçaient une grève. Il y avait un mouvement social au Portugal pour Décidément. une réforme je crois, des retraites aussi, donc comme quoi, c'est pas qu'en France. Et je suis allé à Vigo, et là, anecdote rigolote, il y avait la Fiesta de la Reconquista de Vigo, qui est en fait quand les habitants de Vigo ont chassé en une révolte populaire les Français napoléoniens, Ok. les armées de Napoléon. Donc bon, en tant que Français là-dedans, j'étais là, c'est bien, c'est accueillant. Mais c'était très sympa en fait. Ils tout te au- disaient des choses, justement? Là, je parle pas espagnol, j'ai appris l'allemand à l'école. Donc j'ai discuté un petit peu, on s'est un petit peu compris. Mais oui, ils m'ont expliqué que basiquement c'était pour virer les Français. Mais bon. Mais la sangriette est très bonne, alors c'était pas un problème. Mais ça va, ils t'ont pas viré, toi. Non. Et puis c'était rigolo parce qu'ils font des reconstitutions
reconstitution. Donc au début, quand je suis arrivé, j'ai pas compris pourquoi il y avait plein de soldats napoléoniens dans la ville. Et en fait, ils se déguisent. C'est vraiment un truc populaire. Ils refont en fait. Chaque année, ils refont des scènes de la révolte. Donc, il y a une porte de la ville qui ils montrent comment ils ont fait tomber la porte selon la légende, avec un héros qui est venu avec une hache, etc. Ouais, c'est cool. Et donc, ils refont toutes les scènes jusqu'à la fin où les Français sont expédiés sur un petit bateau. Ils récupèrent un bateau historique. Ils partent du port avec le bateau historique sous les huées des habitants. Anecdote rigolote sur ce voyage, c'est qu'en fait, l'Europe au printemps, c'est rempli de fêtes. Donc, j'ai passé mon temps à découvrir des fêtes. Chaque fois que j'arrivais quelque part, il y avait souvent quelque chose, et c'était quelque chose de vraiment très sympa d'arriver, de découvrir plein de fêtes différentes. Et donc après, je suis reparti donc vers l'est pour récupérer mon bateau pour traverser. Et là, ce qui s'est passé, effectivement, j'arrive à la gare, je voulais le train direct de Vigo jusqu'à Barcelone, il n'y en avait qu'un par jour, et là, complet pour les 6 prochains jours. J'ai dû me réorienter par Madrid, donc changement à Madrid, etc. Mais pareil, Interrail, donc ça m'a coûté 2 réservations, mais mis à part ça, c'était pas un problème, quoi. C'est l'avantage, un autre gros avantage du pass, même si on paye les réservations, elles sont à tarif fixe. Ouais. Et donc ça, c'est un avantage indéniable parce que même si on paye, je sais pas, pour un train de nuit, 70 € la place de nuit, alors c'est un prix. L'avantage, c'est que qu'on la prenne la veille ou qu'on la prenne un mois avant, c'est le même prix. Et donc voilà, jusqu'à retour à Barcelone, arrêt à Saragosse, dans un hôtel assez rigolo, dans la gare de Saragosse, qui est immense. Si jamais vous passez à Saragosse, je conseille de s'y arrêter juste pour la gare. C'est impressionnant. C'est quoi comme gare ? C'est une espèce de grand hangar, en fait, de grands trucs cubiques. Mais en fait, l'intérieur est vraiment, on peut faire rentrer deux TGV complets dedans. C'est immense. Un hôtel dedans. Il n'y a pas grand monde là-bas ? Non, c'est assez calme. En fait, en Espagne, ils ont investi dans des grandes gares un peu partout, des grands aéroports, des grands projets comme ça, et ils sont pas si utilisés que ça. Alors c'est bien parce que ces infrastructures sont modernes, mais ils sont visionnaires, quoi. Voilà, notamment, ils voient pour l'avenir peut-être aussi, mais c'est vrai que parfois ils ont peut-être vu, je pense, un peu grand. Je vous conseille très fortement aussi la gare de Puerta de Atocha à Madrid. Parce qu'en fait, ils ont fait la gare TGV devant, donc c'est une grande gare TGV, mais l'ancienne gare, ils l'ont gardée avec la verrière, l'ancienne. Ils l'ont transformée en jardin tropical. Et après, du coup, cette étape en Espagne, t'es allé dans quel endroit ? En Italie et en ferry. Et là, autre petit truc avec l'Interrail, il y a des ferries dans l'Interrail. On pense à Interrail train, mais en fait, il y a des bateaux. Souvent, sur les bateaux, ce qu'on va avoir, c'est des prix fixes pour les cabines et des promotions sur le billet. Donc c'est pas inclus, c'est pas on monte dans le bateau comme ça, mais on peut prendre le bateau. Et donc là, j'ai pu traverser pour un prix fixe sur un énorme ferry qui faisait Barcelone jusqu'à l'Italie, ce qui m'a évité de repasser par la France. Donc Italie, remontée d'Italie en train de nuit pour atteindre l'Autriche. Non, traverser l'Autriche, l'Allemagne, et là je suis arrivé en Suisse. Ok, donc là tu as fait une traversée assez rapide. Là tu as pris du train de nuit pour le coup. Oui, notamment c'était pratique parce que ça permettait de faire l'hébergement en même temps que le voyage, donc c'est toujours un petit truc sympa. Puis on rencontre plein de monde dans les trains de nuit. Alors là j'avais rencontré une famille finlandaise, c'était très sympa. Notamment leur enfant apprenait l'anglais, donc c'était rigolo de discuter un peu et de faire presque une leçon de langue. T'as un type de train un petit peu préféré ? J'adore les trains de nuit, notamment, ça c'est assez clair. Je trouve ça génial, notamment parce qu'il y a un truc que j'aime beaucoup dans les trains de nuit, ils sont tous différents. La façon de faire un train de nuit varie complètement d'un pays à un autre. Et dans certains, on peut avoir une douche carrément dans le compartiment, c'est super sympa, c'est de grand luxe. Dans d'autres, la qualité du petit déjeuner peut changer. Dans les trains autrichiens, ils nous apportent un petit déjeuner dans une assiette, vraiment c'est de la porcelaine et des couverts en métal. Dans tous les pays de l'Est, ils donnent toujours un espèce de croissant fourré au chocolat dans les trains hongrois, tchèques, tout ça. Il y a toujours le même croissant qui s'appelle d'une marque 7 Days ou je sais pas quoi. Wow. C'est rigolo, on la voit toujours. Alors, moi, c'est vraiment je l'avais vu ailleurs. Ça me donne faim. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, vraiment, par contre, les petits déjeuners de train autrichien, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Surtout que le soir, on a un petit carnet, ils nous donnent un petit papier sur lequel on coche tout ce qu'on veut. Okay. Alors, quand j'ai commencé avec des trains autrichiens, il n'y avait que allemand, anglais, et je sais plus, peut-être italien. Et sauf que maintenant, ils font vachement plus de pays, donc il y a vachement plus de langues. Il y a français, néerlandais. Et donc voilà, on coche les petits trucs qu'on veut, et le lendemain matin, on a le conducteur de voiture qui nous apporte ça. Moi, je trouve ça vraiment. J'adore. C'est trop bien. Voilà, prendre son petit déjeuner en pyjama, en regardant en plus le paysage défiler par la vitre. C'est le grand luxe, quoi. C'est mieux qu'un hôtel, je trouve. Pour le coup, ouais, c'est comme un hôtel, mais même mieux parce qu'on a le paysage qui défile. Donc, clairement. Puis il y a un sentiment de liberté, j'imagine, à ce moment-là aussi. Ah ouais, on est bien. Puis toi, en plus, t'étais seul, donc double liberté. Pour le coup, oui, c'est un voyage seul, donc j'avais pas à me poser trop la question.
Alors j'étais un peu accompagné à un certain moment du voyage, j'ai des amis qui m'ont rejoint en Angleterre notamment, on a passé quelques jours ensemble, j'ai ma compagne qui m'a rejoint pour à peu près 15 jours, on est allé en Norvège ensemble. Ça a été des petites étapes, mais sinon le reste du voyage était seul, donc la conception du voyage seul, c'est vraiment qu'on a la liberté de... Bah voilà, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui, par exemple. Clairement, c'est ça. Parce que même sur un voyage un peu long, il y a besoin de se reposer, surtout en voyageant assez intensément comme je l'ai fait. Souvent, je me calais une journée par semaine pour me dire bon, là aujourd'hui c'est calme. Bon, ça n'empêche pas de prendre un train ou quoi que ce soit, mais on va éviter de faire 60 correspondances, etc. Et donc après, là on s'était arrêté à la Suisse. Bah, ces pays-là, Allemagne, Autriche, Suisse, ce qui est un truc vraiment sympa, c'est qu'en fait, les trains sont presque tous les trains sont sans réservation obligatoire. Et donc, c'est un paradis pour l'Interrail parce qu'on vient à la gare, on prend le premier train et on se pose pas la question de s'il faut une place, etc. Pour le truc intéressant, il y a même justement là aussi des bateaux inclus dans le pass sur le lac d'Interlaken. Les bateaux sont assurés par une compagnie de chemin de fer, donc en fait, on peut les prendre autant qu'on veut. Donc, pareil, c'est des trucs à fouiller dans le pass. C'est dans l'application, la section Benefits ou quelque chose comme ça. Et il y a toute une section qui explique on peut taper les villes où on est et qu'est-ce qu'il y a dedans. Ou les compagnies de ferry, on peut filtrer par ferry, ils vont nous expliquer pour chaque ferry qu'est-ce qu'on a, donc, et c'est quelques bateaux gratuits. Donc après je suis parti vers la Turquie, donc c'est un trajet qui est assez connu des gens qui font de l'Interrail. Avec notamment le passage de frontière turc qui est assez drôle parce que c'est un train de nuit, donc côté bulgare ils voient nos passeports, etc. C'est assez rapide. Par contre côté turc il faut descendre, donc 3h du matin, il faut descendre du train, aller à un guichet, se faire tamponner son passeport et ensuite remonter dans le train qu'une fois que les douaniers l'ont fouillé. Donc ça fait un peu à l'ancienne, mais c'est... Ça doit être technique de faire descendre tous les gens du train. Bah oui, surtout d'ailleurs là, pour l'astuce, le mieux c'est de savoir à quelle heure, de garder en tête qu'on va arriver, pour dès qu'on arrive être prêt à descendre du train, parce que premier servi à la file des passeports, qui peut être un peu long, premier à remonter dans le train, donc à dormir à nouveau. Voilà, donc à l'aller j'ai vu le truc, au retour je le savais. Ça s'est fait à quelle heure ça en plus c'est entre 2h et 3h du matin, c'est vraiment au milieu de la nuit. Donc après c'est l'aventure, hein, c'est vraiment pour le coup, ça fait penser un peu aux films de soviétiques avec on a le train qui est entouré de barbelés avec les douaniers et tout ça. C'est l'anecdote du voyage, c'est marrant. Et donc après j'étais revenu vers l'Italie, aller-retour, hein, vraiment toujours dans l'idée de j'ai pas de plan et je fais en fonction de ce qui me donne envie. J'ai des amis qui ont proposé un week-end en Italie, c'est parti, un week-end en Italie. Et après, tour de la mer Baltique. Et alors là, ça a été une petite aventure parce que jusqu'à la Pologne, ça va à peu près, il y a des trains, donc mélange de trains de nuit, trains de jour, etc. Et là, après, en fait, pour faire le tour de la Baltique, il y avait des trains, mais là-bas, les connexions sont assez mauvaises. Et souvent, les gens prennent les bus entre les capitales. Donc, entre Varsovie et Vilnius, ça peut à peu près bien se faire. Il y a un changement, le train s'arrête, on est obligé de changer de quai, etc. Mais ça se fait à peu près bien, parce que les trains ne sont pas compatibles entre l'un et l'autre. C'est l'ancien système russe, et les deux ne marchent pas ensemble. Et toi, ton objectif, en plus, c'était de ne pas prendre le bus. Je ne voulais pas prendre le bus, parce que, quitte à avoir un interrail 3 mois, autant pousser pour utiliser le train. Donc après, pour passer de la Lituanie à la Lettonie, le problème, là, plus de train. Alors avant le Covid, il y en avait un, il allait jusqu'à Daugavpils. Il traversait juste la frontière et ensuite on prenait un autre train letton. Ça tournait que le week-end. Puis là, au Covid, ils l'ont annulé et pourtant, j'ai fait mon voyage donc en 2023. Pour la plupart de l'Europe, le Covid, ça allait un peu mieux, en tout cas au niveau des transports. Et pour les bus, il n'y avait plus de soucis, hein, ils passaient tous. Mais pour les trains, ils s'arrêtaient toujours à la frontière. C'est un peu toujours le truc avec le chemin de fer, il y a un peu un temps de latence. Et donc là, je me suis dit, comment faire et j'ai regardé un peu la carte et c'était 22 km de marche. Donc je me suis dit, 2 km... ça se fait. Le premier train était à 7h30, j'allais arriver vers 10h. Je me dis, après, j'ai toute la journée pour traverser. Donc, pareil, j'avais pas réservé d'hôtel. De l'autre côté, je me dis, aucune pression. Je me suis dit, j'arriverai au moins à Daugavpils, donc la première ville où il y avait à nouveau le train. Et au pire, je dormirai là-bas. Normalement, ça devrait le faire. Puis au pire, je trouverai quelqu'un. On trouvera une solution, quoi. Allez, à l'aventure. Après avoir bien vérifié que cette frontière, j'ai le droit de la traverser. C'est bon, c'est Schengen, il n'y a pas de souci. On peut passer comme on veut. Et donc, j'y vais et je prends le train 664. Alors malheureusement c'était celui d'après qui était le train 666, ça m'aurait bien fait rire. Ça aurait été un peu métal, mais donc pour Tourmantas, donc là aussi le nom du bled ça annonçait les meilleurs auspices, et c'était un ancien train soviétique qui avait un style imitable, et on va qu'un à travers la campagne lituanienne jusqu'à la fin. Vraiment il s'arrête à la frontière, mais à la frontière, il n'y a rien, il y a 4 voies vides et puis ce train qui s'arrête là. Et rien du tout, il y a une mini-maison et un mini-gare, quoi, et 2-3 pavillons, et puis vraiment rien de plus.
Et donc là, je me dis, bon, c'est parti, on va faire la randonnée. J'avais pris de l'eau, 2 bouteilles d'eau pour être bien large en plus de ma gourde, et des snacks pour avoir ce qu'il faut. J'étais prêt. Et là, je vois un gars qui a une petite GoPro et j'avais vu la veille dans le train qui venait de Varsovie. Je me suis dit, bon, si la veille il était dans le train qui venait de Varsovie et là qui allait à cette gare de Tourmantas, alors là, c'est très spécifiquement, il a décidé d'aller à Tourmantas, voir de la famille ou je ne sais quoi. Mais soit tous les coups, c'est un voyageur qui fait un voyage international. Donc je suis allé le voir et puis demander un petit peu en me disant, bah, tiens, se trouve, c'est quelqu'un qui fait un interrail, on va sympathiser. En fait, c'était un vidéaste espagnol, Ramia de Aventura, et en fait, que je vous conseille si vous parlez espagnol. Je ne parle pas, donc je comprends pas tout, mais en fait, qui l'a fait d'aller du sud du Portugal jusqu'à Singapour en utilisant que le train. Et donc, il a eu le même problème que moi, il voulait utiliser que le train, et là, avec la guerre en Ukraine, il ne pouvait pas passer en Ukraine. Et donc il a dû passer par les pays baltes et il a eu le même problème, il n'y a plus de train pour traverser, il y a ces 22 km. Parce que lui il n'avait pas du tout d'idée, il savait juste qu'il arriverait là et qu'il verrait pour prendre un taxi ou un bus pour faire le complément. Et je lui dis, bah écoute, c'est 22 km, pour moi ça se fait, ça va nous prendre 4-5 heures de marche, mais ça se fait, parce que c'est du plat, hein, c'est pas 22 km en montagne. La Lituanie, il n'y a pas trop de montagnes. et donc, on y va et on se retrouve, un Espagnol et un Français à suivre le chemin qui longe la voie ferrée jusqu'à Daugavpils, à voir les vestiges de l'Union soviétique, parce que ça a été l'Union soviétique à une époque. On trouve sur des petits trucs, il y a des petites étoiles, l'étoile soviétique qu'on peut trouver sur des petites plaques d'égout, des choses comme ça. Ça, c'est votre aventure des 22 km. Voilà, les 22 km à travers la campagne, où tout est écrit en russe, parce qu'en fait, sur cette partie-là, est des pays baltes, c'est plus peuplé par des Russes ou russophones que des gens qui parlent lettonien, etc. Donc c'est vraiment très très russe. Et on a réussi à atteindre la ville de Daugavpils à temps pour avoir le dernier train pour Riga. Wow. Donc voilà, j'étais dans sa vidéo, c'était assez rigolo. Et ensuite, en fait, vu qu'on a bien sympathisé, on a fait le voyage jusqu'à Tallinn ensemble. Donc le lendemain, on s'est retrouvés, puis on a continué notre aventure. Où là aussi, il fallait changer de train à Valga, une ville très drôle parce qu'elle est posée à la frontière entre les deux pays. Et une rencontre vraiment improbable parce qu'on se retrouve à deux au milieu de la campagne à marcher le long d'une voie ferrée parce qu'on est deux à vouloir pas prendre le bus, et vouloir absolument prendre le train. Bah du coup, ça se trouve maintenant t'es devenue une star en Espagne. Sa vidéo a un peu de succès, c'était rigolo. Bah voilà. Pour l'anecdote, lui, il a presque réussi son pari, si ce n'est qu'à la frontière Mongole-Chine, il était forcé de prendre un bus pour juste la frontière. D'ailleurs, les douaniers ne voulaient pas autoriser quelqu'un à pied, il fallait qu'il prenne un bus de frontière à frontière. Donc il a pris un bus pour 5 km. J'en ai entendu parler, de ces frontières que tu peux pas passer à pied. Malheureusement, c'est le cas dans plein d'endroits. Pour la frontière, pour la frontière russe, il avait réussi parce que c'était un des points où c'était possible. Mais il y a des endroits comme ça, comme par exemple pour embarquer dans un ferry, ça arrivait en Suède. Ça c'était marrant parce que du centre-ville au port, il n'y avait plus de bus, il n'y avait rien, il n'y avait aucun transport en commun. Donc j'ai dû faire 7 km à pied à travers le port, pas le plus agréable. Par contre, une fois arrivé au check-in, je me suis dit, ah oui, par contre, désolé monsieur, mais pour embarquer dans le bateau, il faut me prendre un bus qui vous déposera dans le bateau. Vous savez que pour venir de la ville, on était obligé de dire à pied. Il dit, oui, on sait, c'est ridicule comme situation, mais les samedis et dimanches, il n'y a pas de bus le week-end vers le port. Et donc le samedi et dimanche, les passagers à pied font 7 km à pied, puis ensuite font les 500 mètres finaux pour aller dans le bateau en bus. Et ça aussi, les bateaux, je recommande beaucoup comme façon de voyager, parce qu'en fonction des endroits, c'est très très différent. Là, dans ce cas, en Suède, obligé de prendre un bus. Dans d'autres parties, c'était plus ou moins organisé. Parfois, on marche le long des voitures. On se dit, bon, c'est à moitié dangereux. Et par contre, dans d'autres ports, typiquement, quand j'ai dû passer donc là, je suis remonté jusqu'à Estonie, passer en Finlande, et là, le port, c'est vraiment comme un aéroport. Il y a énormément de monde qui traverse là. Okay. Et donc, les terminaux de ferry sont organisés extrêmement bien. Il y a des tableaux de départ, des salles d'attente, des restaurants. Ensuite, j'ai continué. J'ai pris les trains de nuit finlandais qui sont excellents. Impressionnant. En fait, les trains sont plus gros là-bas que dans le reste de l'Europe. Ils peuvent en faire des plus gros. Ils ont plus de place. Ça donne quoi, un train plus gros ? Ça donne un train à 2 étages de nuit avec une cabine entière sur chaque étage. Donc vraiment, c'est ultra spacieux. On a vraiment énormément de place. Les lits sont trop bien. Il y a un restaurant. Il y a un petit wagon-restaurant. Alors, c'est en mode finlandais. Ils sont pas très sur le service en Finlande. C'est-à-dire, là-bas, c'est beaucoup self-service, etc. Donc, on n'est pas à table et servi. Par contre, vraiment, mangez pas trop mal. Pour un prix honnête pour la Finlande. Je crois qu'on prend un repas, on en a pour une vingtaine, 22 €, 23 €. Ce qui est cher,
Mais considérant qu'on est dans un train en Finlande, ça va. Et c'est un train qui allait donc jusqu'au-delà du cercle polaire. Je me dis, ben voilà, l'occasion de faire le tour, autant aller au-delà du cercle polaire. Et c'est pas celui qui va, il y en a un qui s'appelle le Santa Claus Express qui va vers Rovaniemi, et c'était l'autre branche qui va à Kolari, un endroit où il y a presque rien, il y a que 3 trains par semaine qui vont là-bas. Mais ça passe le cercle polaire, c'était très sympa. Il y a quoi là-bas? Rien. Il y a la forêt, une rivière. En fait, c'était une journée de rando au milieu des forêts du Grand Nord. C'est parce que t'as ta compagne qui t'a rejoint, c'est ça? Après, elle m'a rejoint en Allemagne. Donc je suis tout redescendu ensuite. Là, j'ai traversé, alors c'est une ville de Tornio-Haparanda. C'est une ville qui est de chaque côté. Tornio, c'est côté finlandais, Haparanda, côté suédois. Donc je traversais à pied parce que pareil, il n'y avait pas de train qui faisait la jonction. Mais là, c'était que même 1 kilomètre ou 2, pas grand-chose. Et là, je suis redescendu toute la Suède, traversé en bateau pour rejoindre l'Allemagne. Et là, j'ai rejoint ma compagne et on est remonté dans l'autre sens. Ah là là. J'avais de l'intérêt, moi je pouvais voyager autant que je voulais. Donc plutôt que de l'attendre en Suède ou etc., autant redescendre et tout remonter, j'avais le temps. Mais t'as repris les mêmes trains et tout? Non, justement, j'ai changé un petit peu. J'ai pris un train de nuit suédois pour aller jusqu'au bateau, à peu près. Traversé en bateau de nuit. Et là, ensuite, au retour, on a pris un train direct Allemagne-Suède. Et ensuite, on est allé en Norvège. Norvège, pour l'anecdote, on s'attend, on se dit, la Norvège, bon, ça va être comme la Suisse, propre, rangé, nickel. Alors, c'est propre, rangé, nickel. Les trains sont en très bon état. D'ailleurs, la plupart sont suisses. C'est à peu près les mêmes. Pas de la même couleur, mais sinon, c'est la même chose. Mais alors, au niveau des horaires, c'est catastrophique. C'est-à-dire, autant si dans les pays du Sud, ça c'est un autre truc qui est très rigolo avec le chemin de fer, la façon de voyager en train est pas la même et de gérer les trains est pas la même en fonction des pays. Et autant en Italie, vaut mieux prévoir une petite demi-heure de marge, mais tout se passe bien. En général, le train peut être un peu en retard, mais ça va très bien se passer. Autant en Norvège, s'il y a le moins de problème, ils annulent le train. Et donc à Oslo Central, par exemple, il y a 4 écrans pour le départ des trains, dont un qui est que pour les annulations. Donc c'est vraiment un vrai problème pour le coup. Il faut prévoir ça en Norvège. Les trains sont très confortables, les paysages sont absolument magnifiques. Je le conseille très très fortement, c'est vraiment superbe. Mais prévoyez l'imprévu. Il y a des moments où tu t'es retrouvé à devoir loger quelque part alors que tu n'avais pas du tout prévu d'hébergement. Et bien justement, c'était le cas en Norvège. Donc là, on devait revenir avec un train de nuit, donc Bergen vers Oslo. Et ce qui s'est passé, c'est que une demi-heure avant le départ, on arrive à la gare de Bergen. Et là, désolé, il y a un problème électrique sur la voie, annulation du train. Bon, donc au début, ils nous disent, il n'y a rien de prévu, débrouillez-vous. Ah bon, autre problème. Puis en fait, après, on a compris qu'on s'était mal compris dans la traduction. En fait, si, on pouvait avoir une nuit d'hôtel à côté de la gare et le lendemain on prendrait le premier train. Le problème, le lendemain on avait un ferry pour traverser vers le Danemark. On se dit voilà, de la veille pour le lendemain il ne devrait pas y avoir de problème. Et bon, donc ferry loupé, donc là on se retrouve au plus loin qu'on peut aller, c'est en Suède, et là on prend un hébergement en urgence. Mais là, autre avantage de l'Interrail, c'est qu'en fait le lendemain on a pu se détourner entièrement par la Suède, tout le Danemark et récupérer notre itinéraire par une longue suite de trains. Je crois qu'on a pris 6 ou 7 trains qu'on n'avait pas prévu de prendre. Donc c'était une grosse journée de train. On a passé la journée dans le train. Il fallait rattraper. Il n'y a plus de bateaux qui nous permettaient de traverser. Pas ce jour-là en tout cas. Et donc il fallait faire tout le tour. Mais ça a marché. Et en fait, l'énorme avantage de l'Interrail là-dessus, c'est que on a dû prendre ces 7 trains qu'on n'avait pas prévu de prendre. Et ça nous a rien coûté. La seule frais qu'on a eu de cette annulation, finalement, c'est l'hôtel en plus pas prévu. Mais tout le reste, c'était que des trains sans réservation et on a pu les prendre. Alors que j'avais regardé par curiosité les billets, je crois qu'on en avait pour facilement 350 € par personne si on les avait dû les payer. Et c'est un autre gros avantage de l'Interrail que je recommande pour les voyages un peu au long cours ou même pour des destinations un peu loin. C'est qu'il faut imaginer ça aussi, pas comparer ça qu'au prix d'un billet non flexible, non remboursable. Il faut vraiment comparer ça au prix d'un billet, le billet full flex, pro, première, etc. On peut changer complètement ses plans volontairement ou involontairement pour se réorienter et pour rattraper son chemin. Donc surtout sur les voyages au long cours. Admettons, si on veut aller à Varsovie, on veut aller à Prague ou etc., ça peut valoir le coup de se dire, même si ça peut être un peu moins cher de prendre les billets en avance, etc., peut-être avoir un Interrail, c'est bien parce que, admettons, il y a un gros problème en Allemagne, au lieu de passer par l'Allemagne, on se détourne par l'Autriche et la Suisse et ça coûtera rien ou presque rien de plus. Est-ce que tu as des idées de futurs train trips? Là, j'ai repris un Interrail parce qu'il y avait une promo il n'y a pas longtemps. Sans savoir, on s'est juste dit avec ma compagne qu'on allait en prendre un et puis on verrait bien. Donc peut-être en Italie, ça peut être un petit truc sympa. Trop bien. Probablement plus un voyage au long cours parce que je suis réoccupé par un travail en ce moment, donc c'est un peu compliqué de se libérer 3 mois. mais bon, probablement 2 semaines ou 3 semaines en Italie, un truc comme ça pourrait être sympa. Ou l'Espagne, je verrai. Justement, c'est l'intérêt de l'Interrail, c'est de pas prévoir. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer avant qu'on conclue ?
Bah, après, c'est sur l'Interrail, oui, ça serait surtout le côté. Faut voir ça vraiment comme la flexibilité, comme le côté de si on prévoit un voyage au long cours, c'est sympathique, surtout qu'en Interrail, de pas tout prévoir, d'avoir quand même les grandes lignes, d'avoir peut-être réservé les trains les plus importants, genre le train de nuit qui est absolument essentiel pour rentrer à temps, mais aussi de laisser de la place à l'imprévu parce que justement. Le gros intérêt de l'Interrail, ça peut être, ça nous est toujours arrivé, on est en vacances quelque part, et puis en fait, dans la ville d'à côté, il se passe un truc qu'on connaissait pas, ou il y a ce château qu'on voulait absolument voir, mais on savait pas qu'il était là. Bah là, en se gardant de la marge, en se gardant de la possibilité de flexibilité, l'Interrail permet de faire ça, permet de se dire, oh bah tiens, je vais aller là-bas, parce que finalement, je peux. Et bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Luc, pour ce magnifique récit. On pourrait rester des heures ici, je pense, c'est hyper passionnant. Mais malheureusement, tout a une fin. Ah oui, après, c'est plus de 201 trains, je pense que c'est à peu près 201 anecdotes. Ah non, mais c'est clair. Après, il faut savoir qu'on va écrire un article pour chaque épisode. Donc, on pourra mettre ton voyage un peu plus dans les détails, parce que c'est un gros voyage quand même, donc c'est dur de tout donner ici. Et ben merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli pour partager. J'espère que ça peut inspirer du monde. Pas hésiter, ça se fait très bien de ce genre de voyage à l'improviste et c'est un peu une grande bouffée de liberté, une grande bouffée d'air frais. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.